Bonjour et bienvenue maintenant à une entrevue en compagnie de Philippe qui est présentement au Luxembourg, alors un pays en Europe avec lequel la première personne avec laquelle je vais discuter, alors que moi je suis au Québec, donc David Lévesque au micro. Alors ça va bien Philippe? Ça va très bien. Et toi, David? Oui, ça va très bien également. Donc ça me fait plaisir d'entamer la discussion avec toi. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le Luxembourg, est-ce que tu peux prendre quelques instants pour parler de ce pays d'Europe? Le Luxembourg, c'est un petit pays qui actuellement, on est 600 000 habitants. Et il se trouve, il a la forme d'une chaussure, d'un OK. soulier. Et il se trouve entre la Belgique, entre la France, l'Allemagne. Donc, je me trouve entre les trois pays. J'ai les trois frontières autour de moi. OK. Et donc, oui, on est un petit pays qu'on a un bon statut de vie financier. On manque de plage et de soleil, mais c'est déjà ça, on peut pas tout avoir. Bon, ouais. Excellent. Donc, merci pour cette petite mise en contexte. Et puis, débutons à proprement dit la discussion. Donc, toi, Philippe, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la conscience supramentale? Disons que actuellement, je pourrais dire que j'ai 36 ans et demi, et si mon cheminement, il a commencé tout le chemin du changement, disons comme ça, Mhm. ou de commencer à vouloir voir un peu plus loin que mon propre nez. Ça a commencé quand j'avais 18 ans, 19 ans. Ça a commencé après une certaine frustration, le décès d'un ami. Et là, j'ai commencé à me poser des questions du pourquoi, du tout. Et donc, un questionnement, une curiosité qui s'est agrandie, qu'elle était déjà en moi, mais elle s'est agrandie encore. Mhm. Et, et donc, dans le quotidien, dans la vie du quotidien, des situations qui apparaissaient, qui étaient difficiles à gérer, je cherchais des réponses et la psychologie a été le début. Étudier la psychologie, me comprendre, comprendre la société. J'ai commencé par la psychologie en premier. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai échangé, j'ai observé. Et peu à peu, avec de la psychologie, il y a eu la philosophie qui Mhm. a aussi aidé à relativiser plein de choses ou à voir les choses encore sous un autre angle. Et après, des problèmes de santé ont commencé à venir, des tensions dans le dos. Que, c'est ça aussi que les tensions dans le dos, c'est à peu près elles qui m'ont obligé à chercher des réponses que la médecine ne trouvait pas ou que n'avait pas à me donner parce que j'étais allé chez les médecins et Mhm. eux, ils n'avaient pas de réponse pour mes tensions dans le dos. Et donc, j'ai commencé moi-même à faire mes recherches grâce à Internet, grâce à YouTube, le partage communautaire sur tout sujet défendu. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la technique de respiration, même l'auto-hypnose, l'hypnose. J'ai commencé à chercher par là. J'ai essayé plusieurs fois de l'auto-hypnose, l'auto-relaxation, euh, le scan corporel où est-ce qu'on commence à sentir notre corps, la pointe des pieds et tout ça. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé, mais c'était toujours des petits pansements. Toujours des petits pansements. Alors, ça m'a aidé par phase. Et donc, la douleur de dos disparaissait à un moment donné, comme si c'était... je me demande bien encore aujourd'hui, mais je crois que ça pourrait être l'esprit. L'esprit qui m'a à peu près forcé à sortir de mes acquis Mhm. et d'aller voir plus loin. Et le moyen qu'il avait, c'était un peu de saboter mon corps ou de créer des tensions au niveau de mon corps. Mais Euh, je t'interromps ici. Quand tu parles de douleur de dos, parce que des fois, il y a des gens qui en développent suite, par exemple, à du travail physique manuel avec des mouvements répétitifs. non, 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 non. c'est Dans mon pas. cas, ce n'était pas ça parce que j'ai jamais eu plus de 2 ans de travail dans le même endroit et des travaux répétitifs. J'en ai eu un une fois qui c'était pendant 6 mois et c'était vraiment un travail à la chaîne extrêmement dur. Mais c'était pas ça. C'était pas ça parce qu'il y a même dans des moments où je ne travaillais pas, j'avais ces tensions. Et OK. c'était du côté gauche supérieur tout le temps. Et, et j'ai remarqué avec le temps qu'elle partait très vite quand je me mettais à faire ce que je devais faire. Oh! C'est un- C'est intéressant parce que là, tu as introduit une notion. C'est-à-dire faire ce que tu devais faire par rapport à quoi? la situation où j'étais.
OK. par rapport à ce que je devais, euh, disons, me libérer de mes programmations ou de mes anciennes croyances qui me limitaient, qui m'empêchaient d'évoluer, d'évoluer, parce que, soi-disant, je suis pas sûr, maintenant il y a différentes théories, mais soi-disant, on a déterminé ce qu'on allait faire dans cette vie. Et donc, si on a déterminé de sortir de ce plan, de créer notre corps éthérique, Mhm. on doit à un moment donné commencer disons, libérer les mémoires de l'âme et commencer à faire un travail dans ce sens. Mais comme il y a une pression tellement grande, c'est ce qui m'a plutôt freiné d'un côté, c'était les pensées astrales, du bas astral, du haut astral, qui venaient m'envahir mon cerveau ou mon mental et qui m'empêchaient, avec toutes les voix confondues qu'il y avait, m'empêcher d'entendre la voix de l'esprit, peut-être, avec plus de, Avec de plus de clarté. clarté, oui, exactement. Ben, c'est sûr que quand les gens commencent à vivre un processus de conscientisation, ils sont souvent confrontés par rapport au voile astral qui est présent, qui est opaque. Parce qu'il y a des mémoires chez eux qui se sont accumulées depuis le début de l'enfance. Puis là, il faut qu'ils rendent leur ego transparent en délaissant, en se dépouillant de tout le bagage mémoriel inutile qu'ils peuvent traîner en eux, en faisant du ménage. Euh, Et, et le ménage, il est venu inconsciemment, sans connaître ce. Disons, j'ai connu Bernard de Montréal, j'ai seulement connu depuis décembre. J'ai Ah, seulement décembre de connu. cette année? Bah oui, j'ai OK. seulement connu la supramentale, le mot supramental depuis décembre. Et donc, à la fin, donc, si je parcours bien, j'étais dans la phase alimentation. Revenons un peu en arrière. J'étais dans la phase alimentation. Elle Ben, m'a aidé. attends une minute. Tu parlais que tu avais mal au dos, tu avais des Ah oui. problèmes. Donc oui, Oui. et donc la respiration m'aidait. Ça m'a fait comprendre qu'on peut se relaxer avec la respiration et que même des médicaments, ça me venait me casser certaines anciennes croyances. Donc la médecine, elle avait, pour moi, elle avait perdu toute sa noblesse qu'elle avait à un moment donné que j'avais acquis avec mes parents, avec le système, avec mon entourage. Donc pour moi, la médecine avait perdu toute sa noblesse et j'ai arrêté d'aller voir les médecins pour mes douleurs de dos ou pour n'importe quel autre problème de santé que j'avais parce que j'en ai jamais vraiment eu de très très grave. Donc ça m'a aussi aidé dans ce point de vue-là. Parce qu'au niveau de la médecine conventionnelle, par rapport à un problème de dos, ben souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre les gens sur les anti-inflammatoires. Donc, ils Exactement. vont donner de la médication. Ou si c'est un programme qui est très lourd, un problème qui est très lourd, ben là, c'est des injections qui peuvent être faites dans le dos de substances pour calmer, là. Exactement. Dans mon cas, j'ai fait de la kiné, mais c'était toujours comme un palliatif, toujours un petit pansement. Donc ça m'a faisait bien sur le moment, mais les problèmes, en fait, il y avait plusieurs phénomènes qui causaient les tensions. Il y avait une partie, je crois que c'était pour m'indiquer une direction, et une autre partie, c'était parce que moi-même, comme j'étais beaucoup dans la pensée, ça ruminait, ça ruminait, ça ruminait, et donc j'ai gaspillé énormément d'énergie Dans à la ce niveau-là. réflexion. Et exactement dans les Ah réflexions. oui, ça, on peut dilapider beaucoup d'énergie vitale dans la réflexion. Exact, Mais exact. sinon, est-ce que tu avais fait des démarches avec l'approche psychosomatique par rapport à la médecine alternative pour étudier les zones du corps dans lesquelles, par exemple, un malaise va se somatiser en particulier, puis la signification que ça peut avoir? Je suis venu à connaître le livre de Jacques Martel, Oh, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. OK. Je sais pas si tu connais. Et, J'en ai entendu parler, là. il est du Canada, si je me trompe pas. Oui. Il a inventé plusieurs outils comme ça pour, pour mieux comprendre bah, la réaction, la douleur dans une partie du corps, à quoi c'est associé au niveau égoïque, de l'ego, au niveau somatisation en fait. Donc, ça a permis un peu de comprendre, oui, tout ce qu'on pense ou tout ce qu'on vit peut se manifester sur notre corps si on le laisse agir pendant une longue durée. Au départ, ce n'est qu'une pensée, et après un moment, tant qu'on change pas la situation qui crée cette pensée ou qui crée ce mal-être ou notre vision, tant qu'on Mhm. change pas les lentilles de nos lunettes,
on est sujet à des forces qui viennent nous casser ou nous enlever des forces jusqu'à qu'on comprenne le mécanisme qu'on crée nous-mêmes, parce qu'on est nous-mêmes en partie auteurs de ce qu'on vit. Et donc, j'ai dû comprendre certains mécanismes de pensée, certains mécanismes de voir le monde, certaines limitations de mon angle de vision sur le monde, parce qu'au départ, on est comme un cheval, on a deux œillères de côté pour aller en avant. C'est ce que la société, un peu le système est préparé pour préparer les gens. À l'école, on dit oui, amen. À l'église, on dit oui, amen. Et à un moment donné, on est fermé. Notre culture aussi nous ferme. Notre éducation nous ferme. Et donc, à peu près, peu à peu, ça m'a forcé à ouvrir mon angle de vision. Et, disons, l'intérêt de tout, c'est d'atteindre une vision 360 degrés. Une vision qui permet de voir sous tous les angles et donc de ne plus être dans le jugement de ce qu'on vit, mais plutôt d'être dans une action de changement. Et donc ça, j'ai beaucoup jugé. J'ai beaucoup jugé l'incompétence de la société, l'incompétence du système scolaire, l'incompétence de mes parents, l'incompétence. Donc, tout cela m'a créé des tensions, m'a créé des problèmes, m'a créé des retours de karma. Et j'étais dans une certaine frustration. Je peux dire que j'étais comme un mouton noir depuis ma petite enfance. Je remettais en question beaucoup de choses. Et donc, à un moment donné, j'ai aussi commencé à parler beaucoup de choses parce que quand on remet en question beaucoup de choses et quand on est un tout petit, on se fait marcher dessus à un moment donné. Et donc... ouais, ben dans le fond, tu étais un rebelle. J'étais un rebelle, ouais. J'étais un rebelle dans le système. Je l'ai toujours été, sauf qu'à un moment donné, je le faisais rebelle, mais sans plus ouvrir ma gueule. Parce que ça... J'avais eu beaucoup de conséquences en ouvrant ma gueule parce que la force, même si j'avais raison ou si j'avais une certaine raison dans ce que je disais, l'autorité, la domination prenait le dessus. Et donc, ma raison perdait et j'avais un retour de ce que je disais parce que d'un côté, je rabaissais l'autre personne. J'étais dans un pouvoir de dire, moi, j'ai raison. Et l'autre personne qui avait le pouvoir, le patron ou les parents ou le système scolaire ou n'importe quel système, ils utilisaient la baguette qu'ils avaient. À l'école, ils me punissaient dans mes stages parce que j'étais pas hypocrite, parce que j'aimais pas être hypocrite. Donc, j'aimais pas lécher les bottes. Et ça m'a donné beaucoup de problèmes toute ma vie, jusqu'à ce que je comprenne récemment, de plus en plus, tout cet engrenage qui mène à un effet répercussion, qui mène une action répercussion. Et après, bon, c'était tout un cheminement qui a pris c'était une lenteur assez grande parce que, comme je t'ai dit, ça a commencé vers 19 ans, là, ça fait presque 20 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais dans l'ignorance, dans le faire de sport, dans m'amuser à droite et à gauche, je me posais pas de questions. Et donc, c'est seulement après ça que ça a commencé. Et donc, ça a commencé par la psychologie, l'alimentation, la respiration. Après, est venu des petits trucs de la spiritualité. Le Ho'oponopono, j'ai découvert ça. Je crois que c'était une des premières approches avec la spiritualité, avec le concept de l'invisible. Et de là, de fil en aiguille, je suis sorti de l'Ho'oponopono, je suis revenu à la psychologie parce que j'ai recommencé à étudier à 28 ans, très tard. J'avais jamais su ce que je voulais faire. Je suis rentré dans le social. Okay. Et là, dans le social aussi, j'ai appris beaucoup de choses à l'école, psychologie. Et j'ai toujours continué à étudier la nutrition parce que j'avais disons, compris qu'il faut maintenir le corps. Si on lui donne des choses qui sont pas bonnes, le corps va aussi avoir des effets qui sont pas bons. Et donc, la nutrition a été pour moi une grande aide. J'ai investi beaucoup de temps à mieux comprendre tout ce domaine-là. Et en même temps que je faisais de la psychologie, en même temps que j'avais mon travail, en même temps que j'avais une vie privée. Et donc, tout ça, j'ai aussi goûté. Et c'est ça qui m'a permis de voir les différents états qu'on peut être et qui m'a permis d'avoir la volonté de suivre ce chemin. C'est tous les hauts et bas que j'ai eu, je peux dire que j'ai fait de la montagne russe pendant des longues années. Ben, quand on vit au niveau de l'âme, il y a des mouvements de montagne russe, c'est-à-dire des mouvements d'euphorie, des mouvements plus de dépression, de down.
Mais tant que l'âme n'est pas stabilisée, il y a des mouvements de montagnes russes qui vont se produire dans la psyché de l'individu. C'est ça. Et ces mouvements de montagne russe n'étaient pas comme la bipolarité, que ça prend des heures. Non, j'ai goûté pendant 2, 3 semaines à un taux d'énergie hyper élevé où j'arrivais à tout faire. Je dirais qu'il n'y avait pas de limite, disons comme ça. Et après 2, 3 semaines, paf, c'est je redescendais et il y avait quelque chose de nouveau que je devais apprendre. C'est un peu ça que j'ai compris par après. Et chaque fois que j'ai touché à nouveau un sujet je disais que c'était une nouvelle pièce du puzzle que je trouvais. Et chaque fois que je retrouvais une nouvelle pièce du puzzle, ça allait mieux. Mais je me disais, il y a mon ego, j'ai enfin trouvé toutes les pièces du puzzle. Mais non, il y a quelque chose, bim, il y a toujours quelque chose qui venait après. Et comme ça, j'ai fait pendant 10 ans. Ouais, 10 ans, c'était vraiment intense. Ces 10 dernières années, disons comme ça. C'était vraiment intense au niveau des hauts et des bas. Et c'est seulement ces 2 dernières années, seulement ces 2 dernières années, que la montagne russe a commencé à diminuer et que l'état de paix a commencé à s'installer avec plus de longueur, disons, de moins de facteurs qui viennent me déstabiliser. Autrement dit, tu as acquis une plus grande centricité. Exactement, c'est cela. Et peu à peu, maintenant que j'ai touché au supramental, mais avant cela, je suis passé par la phase de spiritualité. J'ai retrouvé, grâce à l'astrologie, à la numérologie, ça c'était il y a 2 ans en novembre, j'ai eu la connaissance de ma programmation en partie grâce à la numérologie. Une personne du Brésil, parce que je suis portugais, donc j'ai accès à tout ce qui est portugais, j'arrive à lire facilement, donc ça me permettait sur Internet d'aller encore avoir d'autres sources de nourriture intellectuelle ou de nourriture informationnelle. Et donc, j'ai pris sur Brésil, comme quelqu'un m'a fait la carte numérologique. Et quand j'ai lu ma carte numérologique, j'ai eu c'était comme si j'avais eu une libération d'un côté, parce que j'avais compris qui j'étais, en tout cas qui j'étais dans la programmation. C'est là que je vais en venir. C'est-à-dire que la carte d'astrologie, la carte du ciel ou de lire la programmation numérologique, ça, c'est par rapport à l'âme de l'individu, mais pas au niveau de l'esprit, parce que l'esprit est au-delà de la forme. Fait que, en tant que tel, nous, en tant qu'être esprit, on est au-delà de la forme, donc on n'est pas soumis à une programmation astrologique. Mais ça, c'est au niveau de la partie cosmique de l'individu. C'est ça. À l'époque, quand j'ai su ça, j'avais pas encore connaissance du supramental, j'avais pas encore connaissance de ce que tu viens de dire. Et donc, ça m'a quand même aidé énormément parce que j'ai pu m'accepter comme qui j'étais. Et donc, parce que je suis très, très différent. J'ai une très grande famille et je suis très, très différent de tous ceux dans ma famille. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui cherchait des réponses et la plupart des gens autour de moi ne sont pas dans la recherche, ils sont dans vivre simplement, dans le système. Et donc là, je me suis dit non, je m'accepte comme qui je suis. Ma curiosité, c'est moi, ma volonté de rechercher, ces paramètres de programmation qui étaient en moi, je les accepte. Et ça m'avait donné, ça m'avait même dénoué ma gorge, parce que j'avais comme un nœud dans ma gorge, comme je t'ai dit, à un moment donné, à cause d'être belge, je me suis pris plein plein d'expériences qui sont pas très agréables. Attends une minute, parce que ce qui me vient en tête, c'est que à cause que tu étais rebelle puis ta parole n'était pas nécessairement ajustée quand tu étais jeune, c'est que tu t'es mis des gens à dos pour ça te créer des oppositions. Exactement. Puis par la suite, peut-être que tu étais dans un mouvement de retenue par rapport à ta parole, par crainte d'avoir d'autres oppositions. Exactement. Donc là, il faut que tu trouves le juste usage de ta parole qui va faire en sorte que tu sois capable de dire ce que tu as à dire sans pour autant attaquer les autres au niveau de l'ego. Sans pour autant attaquer l'écologie de l'environnement où je me trouve. Exact. Et ça, cette écologie, c'est dernièrement, maintenant que je suis dans cette démarche de déprogrammation et en même temps de vouloir me connecter, pas de vouloir parce que ça vient au fur et à mesure des expériences du fil des jours, donc il n'y a pas de vouloir, ça va se faire au fur et à mesure qu'on y met de l'intention et de la volonté. Et l'écologie est un principe que je vois qui est très très important de l'avoir en tête, en arrière-plan, là où est-ce qu'on va, avec qui on parle,
dans un milieu de travail professionnel, dans un milieu de famille, dans un milieu d'amitié, n'importe où on va. Il faut donc prendre en compte cette écologie. Et ma parole ou mon verbe, j'ai remarqué que je déstabilise beaucoup de gens. Et donc, à un moment donné, il y avait mon ego qui était tout content, hein, parce que c'est comme si je prenais l'âme de la personne et je la secouais. Et d'un côté, il y avait mon ego qui était tout content parce que j'essaie des choses qui font déstabiliser. Mais bon, j'ai compris que ça sert à rien, ça me dessert et que j'ai pas à vouloir changer personne. Et donc, je ne veux pas changer les autres actuellement. À un moment donné, j'étais dans c'est l'implant du sauveur, un peu. Ouais, ben moi aussi, hein, tu sais, pendant longtemps, je voulais changer des gens de mon environnement. Puis, à force de connaître les contre-coups de cela, il a fallu que je m'ajuste puis réaliser qu'à quelque part, ça sert à rien de s'acharner à vouloir changer les autres. Il faut que le changement vienne d'eux. Exactement. Tant que ça ne vient pas de l'individu concerné, ça sert à rien. C'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. Oui, c'est parce que donc ça rejoint toujours la théorie ou le fait que on peut sauver personne. Non, il n'y a que l'individu lui-même qui peut se sauver. Donc, on peut aider, on peut devenir une béquille, on peut à un moment donné, avec notre vibration, avec nos paroles, avec nos idées, ouvrir un autre champ de vision pour une personne qui avait un champ de vision limité. Mais c'est elle qui va devoir vouloir voir, ou vouloir mettre l'ego de côté pendant un moment et analyser par elle-même ou voir si ça fait sens. Et cette phrase, voir si ça fait sens, elle m'accompagne aussi beaucoup. Donc, s'il y a une pensée qui me vient à la tête, j'essaie toujours d'avoir si elle fait sens. Donc, c'est ça qu'il faut voir tout le temps. Voir si ça fait sens de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ce qu'on veut faire. Ben, moi, la façon dont je le travaille, c'est plus de le parler en fonction d'évaluer si c'est en harmonie avec la vibration de l'esprit. Comment tu pourrais voir si tu es en harmonie avec la vibration de l'esprit? Tu veux dire, tu le ressens? Oui, c'est ça, exactement. C'est à travers un senti que j'ai, au niveau de l'énergie que je capte, que c'est un petit peu comme les notes de musique. On écoute, par exemple, de la musique, puis on peut voir que si la note est juste ou il y a une dissonance. C'est un petit peu le même principe. Si je parle avec quelqu'un, puis là, ça me dit intérieurement de lui dire telle chose, là, je vois que, OK, puis là, je vais dire telle chose, puis là, ça va se placer. Mais si je vais trop loin, un peu comme tantôt, quand tu disais que tu avais l'impression de tordre l'âme de la personne, là, c'est que si j'amène trop de matériel par rapport à la capacité d'absorption d'une autre personne devant moi, je vais ressentir à l'intérieur de moi qu'il y a comme une dissonance de faire ça, puis je vais être confirmé dans l'événement parce que ça va créer une tension ou un conflit avec la personne parce que ça va être trop de choses par rapport à sa capacité de contenance. Oui, s'ajuster Oui. à la situation, s'ajuster à la personne est un processus que je suis en train de vivre actuellement. Et donc, je remarque de plus en plus, à un moment donné, je parlais. Et donc, maintenant, je remarque que j'ai pris conscience de ça et que je dois pouvoir avoir cette prise de conscience. Mais d'un côté, il n'y a pas à penser à le faire. C'est simplement de comprendre on n'est pas là, encore une fois, pour sauver ni pour et que l'ego veut à peu près montrer qu'on sait, mais on sait pas. Donc, parce qu'on se connecte à un savoir et on ne sait rien. Oui, ben la pensée vient d'ailleurs. C'est-à-dire la pensée n'origine pas de l'ego. Fait que l'ego peut tout simplement se connecter comme on peut se connecter au réseau Internet. Donc, si on se connecte à l'esprit, bon là, on a accès à l'information, au savoir. Mais en tant que tel, le savoir n'est pas entreposé dans l'ego, au même titre que le réseau Internet n'est pas entreposé dans notre ordinateur. Exactement. Et là, justement, j'ai remarqué aussi que parfois, dépendant de mon énergie personnelle, il s'ajuste tout seul. Mm-hmm. Et parfois, j'ai besoin d'être conscient pour l'ajuster. J'ai remarqué ça parce que quand je suis avec 2 personnes, avec 3, ou quand je suis avec 4 ou 5, il n'y a pas la même information qui sort. Et ça, j'ai commencé à observer cela dernièrement. Et c'est nouveau encore, c'est encore nouveau. Ah, ben ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la pensée que l'esprit va t'acheminer, c'est du cas par cas. Exactement. C'est comme un peu, à un moment donné, dans l'un de ses enregistrements, Bernard de Montréal disait que si toutes les personnes dans la salle qui assistaient à sa conférence lui posaient la question « Qu'est-ce que Dieu ?»
il allait donner pour chacune d'entre elles une réponse différente qui serait ajustée à leur taux vibratoire individuel. Exactement. Et c'est là, d'un côté, le piège, disons, qui fait que on s'ajuste pas à l'autre personne, c'est quand l'ego prend le dessus dans le fait de vouloir montrer qu'il sait. Oui, exactement, qui veut faire l'étalage de son savoir L'étalage de son savoir. plutôt que son partage, oui. Ouais. Et dernièrement, je suis en train de casser cette forme en moi, qui est la forme qui pensait qu'il savait et qui maintenant sait qu'il ne sait pas. Et donc, c'est une forme qui est en train de se casser peu à peu. Elle a différentes facettes, je crois. Et donc, elle ne va pas se détruire comme ça d'un moment à l'autre. Mais je crois qu'il y a aussi un autre facteur qui fait que cette facette ou que cette approche de se réajuster à l'autre personne ou à un groupe ou à une salle de conférence, elle est en fonction de notre vibration personnelle. Et cette vibration personnelle n'est pas seulement affectée par l'ego, mais aussi par la nutrition que tu as. Ah, ben c'est sûr. Dans le fond, tout va nous affecter, dans le sens que l'alimentation qu'on peut avoir, par la suite, notre hygiène de vie, si on s'entraîne physiquement. Non, il y a plusieurs variables qui vont avoir une incidence sur... ouais. Moi, j'avais l'impression, avant que je connaisse tout cela, il y a de cela 5 ans, quand je travaillais dans le milieu social, j'ai remarqué que il y avait des jours où j'étais en forme parce que je faisais mon sport, j'avais mon rythme de vie plus ou moins équilibré. J'allais au travail et les situations qui se présentaient à moi de difficultés, quand j'étais en forme, je les gérais, mais sans me fatiguer. Ça sortait. Les informations pédagogiques, elles sortaient. J'arrivais à me faire écouter. Et les jours où j'étais pas en forme, parce que je rentrais dans une période de déséquilibre, ces moments-là, c'est comme si j'avais du brouillard qui m'empêchait d'accéder au tiroir du savoir. Et il y avait l'autorité de mon éducation qui revenait au galop. Donc, je rehaussais la voix, je devenais autoritaire. Et ça m'a fait des yo-yo plusieurs fois. Au moment où j'étais en forme et j'avais accès au savoir. Oui, ben attends une minute, je vais te mentionner quelque chose. Mm-hmm. C'est que lorsqu'on n'est pas en forme, c'est-à-dire qu'on est plus fatigué, des fois, ce qui arrive, c'est que l'ego va plus tomber en mode pilote automatique. C'est-à-dire qu'il va agir en fonction des mémoires anciennes. Puis aussi, quand l'ego est plus fragilisé ou déstabilisé, ben, à ce moment-là, souvent, il va avoir moins tendance à canaliser. Il va plutôt s'appuyer sur des acquis mémoriels où il va fonctionner en fonction de programmation ancienne davantage. C'est ça. Moi, je voyais cela comme un poids. Je voyais en premier cela, les nouvelles connaissances que j'avais acquises, parce que je savais pas ce que je sais maintenant. Et donc, je disais, le poids ou le temps que j'ai mis en pratique les connaissances récentes, pédagogiques et tout ça qui font plus sens, est encore trop inférieur au temps que j'ai eu mon éducation. Et donc, il me faut pratiquer plus d'années encore cette manière de penser pour qu'elle... Ben, attends une minute, c'est pas une question de pratique puis de nombre d'années. Si tu travailles avec la vibration, c'est instantané. Exactement. Tu vas éclater les formes à mesure pour te donner une autorégulation vibratoire pour fonctionner au-delà des programmations et conditionnements anciens. Mais ça se fait en fonction d'une force de l'intensité de ta volonté de vouloir te manifester en tant qu'être au niveau matériel. Ouais. Exactement. Et à l'époque, j'avais pas ces connaissances de supramentales et tout ça, et des pensées qui venaient d'ailleurs. Et donc, pour moi, c'était ça. C'est comme si il y a des anciens mécanismes qu'ils vont seulement être dépassés complètement si je pratique les nouveaux mécanismes pendant assez longtemps pour qu'ils soient plus imprégnés que les anciens mécanismes. Ça, c'était la pensée que j'avais. Hein. Oui, mais ce que tu dis, c'est réel dans l'optique d'un reconditionnement par rapport, par exemple, si on parle d'une thérapie cognitivo-comportementale, où on modifie des anciens schémas par des nouveaux schémas qu'on cherche à implanter. Ça, c'est au niveau psychologique, au niveau de l'ego. Alors qu'au niveau supramental, ben, c'est que tu laisses jaillir une vibration à l'intérieur de toi qui est comme un feu, un brasier qui va tout brûler les anciennes programmations qui peuvent t'assujettir pour reconfigurer ton ego et ta structure énergétique, ce qui est très différent. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai vu maintenant ces derniers 3 mois, même pas. Et Fait que donc, la découverte du matériel supramental, pour toi, c'est tout récent, depuis décembre 2018. Deuxième semaine de décembre. Ouais. Et donc, ouais. Et ce qui m'a amené au supramental, c'est
la partie qui me manquait encore, c'était la spiritualité, de la vivre. Et donc, j'ai entamé le processus par la spiritualité, par l'astrologie, la numérologie. J'ai étudié superficiellement, comme ça, pour voir comment ça fonctionnait, qu'est-ce que je pouvais en prendre, qu'est-ce que ça pouvait me servir. Et après cela, j'ai connu la géobiologie. Je sais pas si tu connais la géobiologie. Oui, certainement, entre autres, les gens qui, à partir de sensibilité, vont détecter la présence de l'eau sur Terre, comment sont présentes et alignées les énergies, les circuits telluriques, entre autres, là, qui vont parcourir des lieux. Oui, parce que en fait, tout la Terre est magnétisée. Il y a un pôle magnétique et donc il y a plusieurs réseaux magnétiques qui influencent les corps de carbone qu'on a. Et, et donc ça m'avait, j'ai moi-même, je suis même moi-même été obligé à le connaître en partie parce que j'étais assis sur des points de tellurique négatifs, soi-disant, et j'ai appris à connaître ça par force. Encore une fois, j'ai été amené à connaître la géobiologie. Et après, je suis passé à la spiritualité et j'ai voulu m'engager dans ce domaine-là, éducateur et en même temps travailler les corps énergétiques. Donc, j'ai fait une formation. La formation, elle s'est terminée en décembre. Okay. Et je devais continuer avec cela. Sauf que pendant la formation, il y avait des hicks. Il y avait des petits trucs qui me, mon supramental ou mon ajusteur de pensée est venu à peu près me faire comprendre, et ça j'ai compris plus tard, récemment, que, en fait, la spiritualité était encore une autre facette de la vérité mensonge. Et ben oui, parce que la spiritualité est en lien avec des formes. Donc, dans la spiritualité, les informations sont voilées à la différence de la conscience supramentale qui est limpide, qui est au-delà des programmations planétaires. Exact. Et donc, pendant la formation, je me rappelle que le formateur, il disait à maman, quand on faisait les soins, il faut montrer de la béatitude ou plutôt de l'émerveillement quand on fait les soins. Mais moi, la petite question qui m'est venue à la tête, mais pourquoi je dois faire ça? En fait, c'était pas ma question, elle venait pas de moi, hein, elle venait de mon ajusteur, je crois. Et il m'a mis cette question à la tête et ça m'a toujours, elle est revenue plusieurs fois. Et j'ai commencé à comprendre après la formation, parce qu'on a une certaine effet de groupe quand on est dans la formation, tout est beau, il y a une certaine énergie qui s'est créée. Et après, quand chacun va dans son coin, c'est là que tu commences à mettre en pratique, à étudier la formation, parce que tu as envie d'apprendre, tu as envie t'as l'implant du sauveur en toi qui est très pertinent, et tu veux, par tous les moyens, être le plus efficace possible dans ton chemin de guérison, de guérison de toi et en même temps des autres. Mm-hmm. Et tout cela m'a amené à comprendre que, en fait, quand on est dans la béatitude, et ça, j'ai tiré cette conclusion après que j'ai compris que il y a le bas astral et le haut astral, et que quand on est dans la béatitude, on donne de l'énergie, parce que c'est des émotions qui se créent, on donne de l'énergie au haut astral, et que ces énergies se perdent. Et donc, encore une fois, on se fait vampiriser d'une certaine manière. Oui, en polarisant notre énergie en fonction de la béatitude ou l'émerveillement, ce qui m'est venu en tête, c'est que quelqu'un qui est émerveillé pendant qu'il fait un traitement énergétique à une autre personne, ça peut servir à persuader la personne qui reçoit le traitement que le traitement est efficace. Tu sais, si la personne dit « Ah mon Dieu, je perçois ci, puis je perçois ça », puis il fait un gros spectacle, peut-être que c'est une façon de vendre le traitement qui va être efficace, puis de persuader l'autre. Dans ce cas-ci, c'est encore différent parce que tous les traitements énergétiques que j'ai appris à faire peuvent se faire à distance. J'ai seulement besoin de connaître la personne ou d'avoir une photo de la personne. Donc, c'est de la quantique. Oui, mais avec la conscience supramentale, on va au-delà de ça. On n'a plus besoin d'une photo ou quoi que ce soit. C'est juste une vibration que la personne capte ou elle émet. Donc, tu n'as même pas besoin de voir l'autre personne au niveau visuel. Tu as juste à capter sa vibration, puis établir une communication télépathique avec son énergie si tu as à faire quelque chose. Parce que ça, c'est un autre aspect. Dans le supramental, le côté jouer au sauveur par rapport à l'âme n'est plus là. C'est plus de suivre un élan de l'esprit. C'est sûr que l'esprit peut amener une autre personne à faire un traitement, un autre, mais c'est pas par des raisons, pour des désirs d'ego de plaire, pour faire plaisir à l'autre personne ou parce que on cherche à jouer au sauveur, là. Le principe de l'esprit, c'est qu'il n'y a pas à sauver parce que la personne, elle est mortelle, donc il n'y a rien à sauver. Et le principe aussi que j'ai compris, c'est que mes collègues qui font encore cette formation, parce que de 11 personnes, je suis l'unique
désisté de la formation, en fait, j'ai arrêté Mhm. de pratiquer depuis 2 mois. Et donc, je suis l'unique qui a fait ça. J'ai essayé d'échanger avec le groupe, les impressions et tout ça, et j'ai compris que bah, eux, ils sont encore dans leur parce que c'est pas mauvais, c'est pas bon, Ben c'est non, c'est simplement ça. une étape nécessaire pour certaines personnes pour arriver là où on en est maintenant. Oui, exactement. Ça peut servir de transition pour aller plus loin, dans le sens que quelqu'un peut commencer à canaliser de l'astral pour peut ensuite canaliser du supramental un peu plus tard. Exact. Moi, j'ai commencé, tu sais que j'étais pas sûr d'âme, j'avais des entités qui me venaient ici tous les jours me frapper pas à la porte, mais elles me frappaient moi-même. Mhm. Elles venaient pour que je les fasse monter, d'autres pour que je les nettoie, et elles ont arrêté de venir à partir du moment que j'ai compris le jeu, en fait. Bah, il y en a toujours autour de moi, hein. Ça, je les sens. Il y en a certaines qui sont autour de moi, je me demande parfois, et c'est souvent quand j'écoute du BDM, ou d'autres trucs, on dirait qu'il y a une certaine énergie qui se forme autour de moi. Mais bon, c'est encore louche. Ben, c'est-à-dire que quand on écoute des enregistrements supramentales, que ce soit entre autres Bernard de Montréal, qui a une vibration quand même assez forte et marquée, là, quand il communique et qu'il canalise l'esprit, ben, ce qui arrive, en tout cas en ce qui me concerne, de ce que je perçois, c'est que je suis dynamisé dans mon mental. Mon mental est mis en activation, et puis ça peut me parler intérieurement, puis je reçois du matériel de l'esprit, qui n'ont aucun rapport avec les propos tenus par Bernard de Montréal, mais qui sont dans la même lignée vibratoire. Oui, ça te permet de te réajuster à un niveau plus haut parce que si on est... Exactement, mais je ne percevrais pas d'entité astrale dans Ah non, mon mais cas. moi, je le perçois au niveau ressenti physique. J'ai mon OK. clair ressenti qui est assez développé. Donc, j'arrive à ressentir les auras, j'arrive à ressentir tout ce qui est énergétique d'un arbre, d'une plante, d'une nourriture. Si je me concentre dessus, bah, je pense, bah, je veux ressentir l'énergie de l'eau et je sais jusqu'à où est-ce que l'aura de l'eau va. Euh, Ben, c'est Imaginons, sûr qu'avec la formation que tu as eue aussi, pour justement capter plus les énergies, je comprends que ça participe à amener ta vision plus à être en relation avec ce type de captation, là. je l'avais déjà avant d'aller à la formation, en fait. OK. Ah, OK. Je l'avais parce que j'avais par moi-même autodidacte vu ça sur Internet et j'avais commencé à tester et j'avais vu que j'avais un ressenti assez grand d'énergie. Bah, l'entraînement qui a mené à ça, c'est peut-être les douleurs que j'ai eues toute ma vie ou l'impression de douleur. Parce que la douleur, en fait, c'était une énergie qui venait me faire changer de mon quotidien, de mon train de vie et venait d'un côté avec une certaine douleur et tension m'indiquer que je devais sortir du train de vie que j'avais. Et je me demande jusqu'à quel point est-ce que, au fur et à mesure que j'ai côtoyé cette énergie, j'ai appris à écouter mon corps aussi. Et aussi la relaxation autogène aussi. Les exercices de relaxation autogène m'ont permis aussi d'apprendre à ressentir mon corps. Donc, si je porte mon attention sur n'importe quelle partie de mon corps, je la ressens. Je peux simplement me taire et entendre mon battement de cœur sur la pointe de mon doigt ou simplement l'écouter. Et ça, c'est simplement un entraînement. C'est simplement un entraînement qui tu raffines en fait tes sens. Tu deviens plus à l'écoute Oui, ben, tu deviens plus présent par rapport à ton corps au lieu de vivre dans la tête puis l'intellectualité. Exactement. Donc, c'est quand même bien parce que ça te met plus en contact avec le ressenti. Mhm. Mais sinon, est-ce que tu as toujours tes problèmes de dos présentement? Bah, dernièrement, quand j'ai pas encore, bah, je suis encore dans le cheminement et donc j'ai encore quelques vices. Et donc, je remarque que quand je m'affaiblis avec du café, quand je bois du café et que je fume une cigarette, je m'affaiblis et je remarque que la douleur, elle vient à ce moment-là. C'est comme si ma vibration s'abaissait. Maintenant, est-ce que c'est une entité qui vient de s'accoler à moi? Est-ce que c'est mon ajusteur de pensée, mon esprit? Je sais pas. Mais quand je remarque quand ma vibration elle baisse parce que je consomme des aliments qui vont OK, faire ben attends une minute, je t'interromps. C'est parce que, par exemple, la consommation d'alcool va amener de la déshydratation. Mais par exemple, l'alcool, j'y touche plus depuis longtemps, à part un OK. petit verre de vin pendant le manger de temps en temps. Mhm. J'ai plus envie. En fait, j'ai remarqué que l'alcool fait l'effet contraire qu'il faisait il y a des années en arrière. Il y a des années en arrière, j'avais besoin d'alcool pour m'extrapoler ou sortir de ma coquille.
Mhm. Et maintenant, je suis en dehors de ma coquille et quand je bois de l'alcool, je rentre dans ma coquille. Donc, c'est un truc que ça a commencé à se faire il y a 3 ans, 4 ans en arrière, Mhm. que je buvais. Avant de boire, j'étais bien. Après avoir bu, j'étais plus bien. Et pas besoin de boire beaucoup, hein. C'était 2 verres et après 2 verres, je commençais à devenir, un- à rentrer dans ma tête, en fait. Mhm. Et, et j'étais plus tellement dynamique, tellement truc. Donc, je perdais de la vibration qui me faisait que le monde astral avait de plus en plus de force sur moi. C'est un peu ça que je me dis en théorie. Mhm. Donc, l'intérêt de ça bien s'alimenter, l'intérêt d'avoir certaines connaissances, surtout que la pensée ne vient pas de nous, Oui, est le premier rempart pour se libérer du monde astral. Euh, donc, exact. la vibration et cela font que on peut peu à peu augmenter notre vibration au fur et à mesure qu'on en a vraiment besoin. Parce que d'un côté, on peut pas trop augmenter notre vibration parce qu'on va être ciblé aussi par Ben, certaines forces. attends une minute. C'est-à-dire que la personne qui intègre davantage la vibration de l'esprit, tu sais, je dirais pas que c'est un mouvement de l'ego pour l'augmenter, mais c'est plutôt que l'ego se fait pousser, entre guillemets, dans le derrière, se fait rentrer dedans par l'énergie de l'esprit qui veut passer à travers lui. Si l'ego s'ouvre à ça puis intègre l'énergie, ben avec la montée vibratoire, oui, il peut être ciblé puis connaître des attaques psychiques, mais simultanément, il est appelé à développer une grande force de volonté, de discernement, d'intelligence en proportion pour protéger sa sensibilité par rapport au parasitage ou les gens de son environnement qui veulent le vampiriser sur des énergies vitales. C'est ça. Par exemple, là, ce que je me rends compte, c'est que je fume, par exemple, encore des cigarettes. C'est encore mon point faible, un de mes points faibles, disons comme ça. Mais je remarque que je passe 2 jours, parfois, où je m'amuse Je à... t'interromps ici. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, quelqu'un qui fume la cigarette, c'est pas bon ou mauvais en soi. Faut pas Non, être non. moralisateur, il faut sortir au-delà de cette catégorie. Par contre, je t'inviterais à le regarder au niveau vibratoire. C'est-à-dire, est-ce que ton esprit te supporte vibratoirement pour fumer ou non la cigarette? Je ne sais pas te le dire. OK. Je ne sais pas te le dire comme ça, mais je me dis aussi que pour moi, la cigarette n'est pas bon ou mauvais parce que tu le remarques bien, hein. Il y a des gens qui fument jusqu'à 80 ans, 100 ans. Il y en a qui fument ou n'ont jamais fumé et qui ont des cancers. Donc, c'est pas une correspondance systémique de Exact. fumer qui va donner une maladie. Donc, j'ai jamais mis ce point de vue de côté. Je sais que la cigarette m'a fait abaisser ma vibration. Est-ce que c'est positif de ce point de vue-là parce que je sors, disons que, imaginons qu'on est tous des êtres de vibration, on émet tous une certaine fréquence, et quand cette fréquence devient trop haute, on sort du lot, et en sortant du lot, potentiellement, on peut se faire cibler. Mais d'où Et l'importance. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter d'intégrer la vibration. ah D'ailleurs, non, non, si quelqu'un s'empêche d'intégrer l'esprit puis de s'y ouvrir en disant ah ben là si je monte trop en vibration, je ne pourrai plus parler à personne. Non, non, il ne faut pas que ça marche comme ça. non, non, j'y pense pas comme ça. OK. J'essaie de comprendre le pourquoi je suis amené à fumer. J'essaie de comprendre le pourquoi est-ce que ça revient. Parce que j'ai arrêté 10 fois dans ma vie hein, de OK. fumer. J'ai arrêté plusieurs fois et chaque fois que j'ai arrêté, c'était à des périodes où je retrouvais une vie plus équilibrée. Là, j'ai pas je suis pas en train de travailler, donc j'ai un manque de dynamique dans ma vie, de routines qui me font utiliser qui je suis et en même temps qui me font confronter à des nouvelles formes que je dois détruire ou que je dois faire sens et pour les désintégrer. Et c'est dans le quotidien, dans les expériences, dans le travail, dans les échanges qu'on a avec d'autres personnes, et dans les difficultés, Mhm. qu'on va trouver de nouvelles formes qui sont nous, des nouvelles programmations qui sont encore en nous. Et ce manque d'échanges ou de vécu dernièrement, j'ai trop de temps libre et j'ai trop de temps pour m'ennuyer. Donc aussi la cigarette va un peu. Ben, c'est parce qu'il faut que tu sois capable de contenir le vide sans t'ennuyer et sans réfléchir puis les motiver. Faut être capable de. OK. Faut être capable de contenir le vide, donc d'accepter qu'il y ait du vide dans ta vie sans le réfléchir, sans l'intellectualiser et sans l'émotiver.
pour que ton mental soit libre de la réflexion, peu importe que ta vie soit pleine d'activités ou non? Tu veux dire que l'intérêt, c'est de supporter le vide sans vraiment rentrer dans une mécanique de pensée qui vient me rabaisser ma vibration Exact. Exactement. Parce que, vois-tu, présentement, au moment où je te parle, je suis célibataire. Donc, je vis davantage de vide que lorsque je vivais et faisais vie commune avec mon ancienne compagne. Ouais. Donc, là, il faut que je sois capable d'apprivoiser. Le défi que j'ai, c'est d'apprivoiser mon expérience, qui est de vivre d'une manière célibataire, seul en logement, sans me faire happer par la réflexion, par l'astralité qui pourrait m'amener à dire « Ah, c'est pas drôle, je suis seul, je suis une pauvre victime, je me sens triste. » Tu comprends? Celle-là, je l'ai déjà dépassé parce que j'étais toute ma vie, j'ai jamais eu de relations qui ont dépassé les 6 mois. Donc, c'est peut-être pas ça ta faille, c'est peut-être d'autres choses. Parce que des fois, les gens, c'est pas le couple qui va plus les affecter, des fois, c'est le travail. Donc, le fait de pas connaître de travail, puis d'être soumis à une forme qui va t'encadrer, parce qu'habituellement, quand on travaille, on doit respecter un horaire, puis c'est ça qui structure la vie, bien, c'est d'être capable de voir à quel point tu es capable de vivre en fonction du vide de forme. Ben, moi, j'en suis, parce que ça fait 2 ans que je suis maintenant, ça va faire le 13 mars, 2 ans que j'ai arrêté ma- de travailler, disons comme ça, de travailler financièrement, parce que j'ai toujours continué à travailler d'une certaine manière. Et ces 2 ans, donc, j'ai eu une certaine liberté. J'ai fait des formations, coaching, j'ai fait des formations PNL. J'avais une certaine curiosité à ce niveau-là. J'ai fait de la spiritualité. J'ai appris des techniques de guérison. J'ai appris la géobiologie. J'ai appris plein de choses que j'ai appris. Mais bon, j'étais pas en inactivité, mais j'étais pas dans une activité en société. Je suis sorti de la société pendant 2 ans pour remettre de l'ordre dans ma santé, dans ma tête. Mm-hmm. Et oui, je suis confronté à un certain vide dernièrement parce que là, j'ai arrêté avec la spiritualité. Donc, toutes les recherches, je les ai complètement arrêtées parce que j'ai vu qu'elles n'avaient plus besoin. Et donc, ça m'a donné un grand vide. Et ce grand vide, le supramental ou les connaissances, le savoir plutôt du supramental qui est partagé, véhiculé sur Internet, est venu un peu carencer cela. Mais je commence à me rendre compte que je commence à être saturé de cela aussi. Même que ça fait seulement 3 mois, mais comme j'ai beaucoup de temps, j'en profite aussi beaucoup à ce niveau-là. Mais je remarque qu'il y a un besoin de parler, un besoin d'échanger, un besoin de vivre, de me remettre dans le circuit pour continuer ma progression dans le cassage de forme. Un peu ça, dans le cassage des mémoires de l'âme. Oui, bien, c'est sûr qu'éventuellement, si tu intègres le supramental, ça va t'amener inévitablement à la manifestation créative de ton être, c'est-à-dire t'exprimer dans ta parole, dans tes actions, pour véhiculer ta vibration. Exact. Mais il y a le gros piège il y a le gros piège que je suis allé, le dernier entretien que je suis allé. Je me suis dit, ouais, je vais y a pas avoir peur parce que j'ai cassé la forme de la peur ou de la domination qu'il y a parfois dans ces entretiens ou de n'importe. J'essaie de les casser. Donc, j'étais vraiment à l'aise dans l'entretien, sauf que j'ai trop dit. C'est-à-dire? J'ai trop dit. J'ai trop dit je crois que j'ai été trop dans le supramental. Et t'as trop dévoilé de choses? J'ai trop dévoilé de choses. OK, mais c'était un entretien d'embauche pour un emploi? Ouais, c'est ça. OK. Mais là, c'est sûr qu'il faut respecter les sensibilités des gens. C'est l'écologie. Exactement. L'écologie. J'ai seulement vu moi, j'ai voulu me montrer dans mon individualité, dans mon être, mais mon être n'est pas compatible, en tout cas mon être en devenir n'est pas compatible avec le système mis en place. Donc, je dois m'ajuster au système mis en place pour respecter l'écologie du système mis en place. Et donc, cela, oui, je me suis encore pris une baffe sympathique, mais sur le fait que je dois m'ajuster. Et donc, je dois respecter l'environnement dans lequel je vais véhiculer ma parole. Oui, exactement. D'où l'importance d'être capable d'utiliser, entre autres, parfois des techniques de camouflage.
Oui, exactement, le caméléon. Ex- C'est un euh, peu ça. Exactement. Donc, d'être capable de s'ajuster au niveau des gens pour pas les brusquer en les exposant à du matériel trop vibratoire par rapport à leur capacité de contenance. C'est ça. Et donc, dans cet entretien, moi, de mon côté, sur le moment, sur le jour, je crois qu'il est assuré. Mais après une semaine de réflexion, j'ai commencé à remarquer que il y a des petites images qui me venaient de certains trucs que j'ai dit, certaines réactions que j'ai vues dans le regard. Et j'ai commencé à comprendre, putain, j'ai exagéré là encore une fois. Donc, je dois m'ajuster. Et par après, en fait, dans cette semaine-ci qui est passée, j'ai écouté un audio sur l'écologie de Marc de la Salle, euh, que j'aime bien. Sa manière d'exposer aussi l'énergie de l'esprit, l'énergie qui vient Mhm. des plans hors matrice. Et donc, j'ai compris le concept de l'écologie et l'importance de respecter l'écologie mise en place dans n'importe quel lieu où on va. Parce qu'on n'est pas amené à changer les autres. Il y a une guerre d'ego qui se fait si on ne respecte pas l'écologie. Et donc, moi, j'accepte, disons, on pourrait dire une petite bataille que j'ai perdue pour gagner un jour la guerre, la guerre qui est personnelle, bien sûr, qui n'est pas contre personne d'autre qu'à part avec nous-mêmes. Non, c'est ça, on n'a pas à changer la société. De toute façon, tôt ou tard, la société n'aura d'autre choix que de changer par elle-même parce que les choses se font par des poussées énergétiques. Donc, c'est sûr que si toi, tu vis une poussée énergétique puis les autres personnes dans ton environnement ne vivent pas ça simultanément au même rythme que toi, ben, les pousser dans une vibration alors qu'ils ne sont pas rendus là, c'est prématuré. C'est comme vouloir, par exemple, amener un enfant de 2 ans à faire des études universitaires au niveau du doctorat. Mhm. Exactement. J'ai eu encore du mal avec ma mère, par exemple, parce que Mhm. j'aime bien lui expliquer tous les phénomènes qui ont amené au conflit qu'on a eu à un moment donné, parce que notre relation jusqu'à l'âge de 22, 24, c'est vraiment à partir de cet âge-là que j'ai commencé à avoir une relation un peu plus vraie. Mhm. Et elle a grandi au fur et à mesure, même si elle n'est pas encore 100% harmonisée, parce que d'un côté, il y a ce que j'aimerais bien que ma mère me comprenne, mais d'un côté, je dois aussi comprendre qu'elle vient d'une autre programmation, elle est encore très assujettie à l'âme, euh, et donc je dois comprendre cet effet-là. Et donc, mais il y a une force qui me dit, bah, j'ai envie quand même qu'elle m'accepte comme je suis, et donc j'ai pas envie de couper les liens. Et j'essaie de peu à peu d'ajuster avec ma mère cette vibration. Oui, Euh, exactement, mais c'est une question de dosage. C'est intéressant que tu l'abordes parce que sans doute plusieurs personnes qui nous écoutent présentement sont confrontées à la même problématique. D'ailleurs, moi-même, j'ai voulu changer ma mère dans le passé, puis qu'elle s'ajuste à ma vibration, puis au changement que je vivais, parce que c'est une personne significative dans ma vie. J'ai interagi régulièrement avec elle, une fois de temps en temps. Donc, c'est sûr que j'avais comme objectif, en vivant mon processus de conscientisation, c'était de changer les gens qui étaient significatifs dans ma vie. Il y avait ma mère, mon frère, ma grand-mère, j'ai un oncle aussi. Mais avec le temps, j'ai réalisé les limites de ce type de projet. Et puis, ce que j'ai observé, c'est que chaque personne, de par sa programmation, a une capacité d'intégration vibratoire. Donc, si la personne est capable de me contenir à 70%, mais la minute que j'amène la vibration au-delà de ça, c'est-à-dire 71% et plus, ben ça écrit une tension, une souffrance énergétique. Fait qu'il faut que je respecte le dosage, puis en même temps, ben si je tombe dans la polarité inverse, puis je me ferme, puis je me manifeste pas à la hauteur que l'autre peut contenir, ben c'est moi qui en souffre. T'sais, si je me manifeste à 40% alors que la personne peut me contenir à 70%, ben c'est moi qui me limite trop dans mon mouvement d'expression, puis ça me vit une tension, puis je trouve ça désagréable. Dans ce cas-ci, c'est à 70%, je vis moins de tension, mais en même temps, j'amène pas l'autre sous tension par rapport à un dosage trop grand de ce que je peux manifester. oui, c'est là l'importance d'être centrique et d'être tout le temps, en maintenant notre centricité, on peut plus facilement s'ajuster à l'autre. Exact. Et quand on sort de notre centricité, c'est encore des mémoires de l'âme, d'une certaine vouloir montrer à l'autre qu'on sait.
Et ça, c'est encore, parce que pendant des années, hein, j'ai été soumis à l'autorité, la domination de plusieurs systèmes, parental, éducation, école, le monde du travail, et encore d'autres autour. Mhm. Et il y a une certaine frustration qui s'est grandie ou où mon être, on dirait qu'il était enfoui dans un puits. Et peu à peu, je dois sortir de ce puits, mais je dois comprendre, non, je dois être conscient que tout ce qui s'est passé n'était le fruit que du reflet de mon être et que les autres n'apportent aucune faute, aucune erreur dans ce qui s'est passé de négatif, si on pourrait polariser comme ça, mais de moins positif, de négatif. Il y a toujours les deux. Et donc, de savoir qu'on est nous-mêmes, tout ce qu'on vit, c'est en partie ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, si on vit des tensions à l'extérieur de nous, au lieu de culpabiliser l'extérieur de nous, on doit regarder à l'intérieur, mais qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que j'ai fait pour que j'ai un retour de cette énergie, ou que j'ai un retour de non-énergie, parce que c'est les deux. Et donc... Oui, ben, c'est de faire l'étude de l'interrelation entre soi et son environnement pour voir où est-ce qu'il y a lieu d'avoir des ajustements, mais sans pour autant se culpabiliser, en se sentant pas correct, à dire « Ah, j'ai-tu fait ci? J'ai-tu été bien? J'ai-tu été mal? » Mais c'est de sortir de ça de la morale pour en faire une gestion purement vibratoire où la personne ne va pas s'intoxiquer à vivre l'émotion que représente la culpabilité. Il y avait une petite chose que Oui? que je me suis rappelé de dire sur ce que j'ai écouté hier, en fait, sur l'eau. Hier, j'avais entendu une information sur l'eau, avec qu'on pouvait l'énergiser, qu'on pouvait faire ceci ou faire cela. Est-ce que tu fais référence à l'entretien que j'ai fait avec François? Et non, le dernier entretien avec Malia, ouais. Ah, Malia. OK. Oui, parce que j'ai remarqué que tu avais un autre entretien que je n'ai pas écouté, qui était en rapport avec des techniques d'énergiser l'eau et de nettoyer de l'eau. J'ai pas écouté Ça, c'est le deuxième enregistrement que j'ai fait avec François, là. Mais bon, OK, je t'écoute par rapport à ce que tu voulais dire sur l'eau. C'est très, très court et très, après, si ça fait sens ou si c'est vrai, je saurais pas le dire encore ou avec certitude. Mais ce que j'ai compris, en fait, on a beau énergiser les eaux, les nettoyer, tout ce qui est partie physique, le nettoyage est nécessaire d'un certain point de vue pour ne pas mettre de la saleté dans le corps. Mais tout ce qui est énergétique, j'ai compris que ça servait à peu ou rien de le faire, vu que ce qui va vraiment altérer l'énergie de l'eau n'est pas un facteur extérieur, mais la vibration personnelle qu'on a. Donc, à partir du moment que tu prends une eau qui, imaginons, a une vibration de 10 000, que tu la mets dans un corps que la personne est super positive, la vibration, elle va rentrer à 10 000, mais elle va se changer à la vibration du corps. Le corps va influencer l'eau à se changer. Maintenant, si tu mets une eau de 20 000 dans un corps qui vibre à 10 000, la vibration de l'eau va changer au corps à 10 000. Donc, l'importance d'énergiser les eaux avec diverses techniques, je crois avoir compris que ça ne sert à peu ou à rien, en tout cas pour le corps physique, parce que notre corps va lui-même altérer en temps réel la substance que l'on va ingérer, en tout cas de l'eau. Et l'eau, elle est très, très vite maniable au niveau énergétique. Une musique, tu mets l'eau en rapport à la musique, elle va vite fait altérer sa vibration. Et donc, notre état interne vibratoire va altérer l'eau. Pour moi, l'important, c'est qu'elle soit propre. L'unique importance. Et la vibration, elle va être altérée en fonction de ma vibration personnelle. Ça, c'est l'idée qui me venait, en fait, que je suis arrivé à la conclusion dernièrement, parce que j'ai aussi énergisé les eaux avec différentes techniques, j'essaie de le faire, mais j'ai compris que ça servait à rien si mon énergie personnelle n'était pas, c'est mon énergie personnelle qui va altérer cela. Ouais, non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Parce qu'après tout, l'être humain, avec son aura, son champ d'énergie, lorsqu'il englobe ou intègre quelque chose, ben la chose va s'ajuster à son énergie. Donc, c'est sûr que dans ce sens-là, l'eau va être affectée par la vibration quand elle va rejoindre ton corps, surtout que ton corps biologique est composé d'au-dessus de 70% d'eau.
Donc, il y a un mouvement qui est là comme ça. Par contre, c'est sûr qu'en tant que tel, l'être humain, à mesure qu'il développe une conscience vibratoire puis est capable de canaliser, ben, il peut avoir une action vibratoire sur des choses. Mais en même temps, de ce que je capte, là, c'est qu'au niveau de l'esprit, l'esprit n'est pas nécessairement intéressé que je passe mon temps à faire des rituels pour purifier l'eau ou la magnétiser, parce que c'est une perte de temps. C'est ça. Exact. Tandis qu'au niveau vibratoire, ben, c'est instantané. Fait que pour des raisons d'optimisation, d'être plus efficace, ben, l'esprit va me détourner, par exemple, de rituels à caractère religieux ou ainsi de suite, dans le but que l'eau soit purifiée, là. Oui, l'intérêt pour moi, c'est seulement le corps de carbone, il est encore assujetti aux lois terrestres, aux lois physiques. Mhm. Et donc, l'importance, donc, comme les fruits bio ou pas bio, l'important, c'est que savoir que les fruits bio n'ont pas ou ont moins d'excédents de saleté qu'il y a dans la société, tous ces produits chimiques, ou la pollution de l'air, ou la pollution des terres, ou la pollution des eaux des terres. Donc, ils sont moins chargés en fréquences basses, et les fruits industrialisés, ils sont chargés de fréquences basses, disons comme ça. Et donc, ils vont influencer ton corps à baisser en fréquence vibratoire, et en même temps, que ça va avoir une répercussion sur nos organes au niveau de les salir ou pas les salir, ou vice versa, les nettoyer ou pas les nettoyer, dépendant de leur énergie qu'ils vont apporter. Oui, exactement. C'est sûr que présentement, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation. Je vise à manger là, presque essentiellement là, des fruits et légumes biologiques. Et puis, c'est sûr que je prends des précautions au niveau de la forme, mais c'est sûr que le jour où, là, je ne suis pas encore là, mais lorsque ma volonté sera capable d'agir parfaitement sur la matière, que le fruit soit biologique, pas biologique, il va y avoir un ajustement de la matière en fonction de ma volonté, mais ça va venir avec le temps et l'intégration de l'énergie de l'esprit, tu sais. Exactement. C'est comme les énergies telluriques, les énergies de la Terre. Oui. Soi-disant, elles vont arrêter de nous affecter à partir du moment qu'on va avoir atteint un certain niveau où on aura construit, je ne sais pas si c'est notre corps éthérique, notre double. Et à partir du moment qu'on a construit ce corps, qu'on ne sera plus affecté par le monde astral. Donc, tout ce qui est astral, c'est la tellurie, fait partie du monde astral. Et donc, ça passera. C'est comme si tu peux t'imaginer comme Moïse, tu marches dans des lieux où avant tu étais affecté par les énergies du lieu, et qu'après, non, toutes ces énergies s'écartent de toi. C'est un peu ça que je vois à peu près le fonctionnement de comment on est imperméabilisé par tout ce qui est astral. Oui, dans la mesure qu'on intègre l'énergie de l'esprit puis qu'on développe une centricité, c'est-à-dire que plus qu'on a de l'énergie qui a un taux vibratoire plus élevé que celui astral, et moins nous sommes soumis à l'influence de l'énergie astrale. Exactement, oui, c'est cela. Donc, c'est sûr que c'est intéressant parce qu'on peut l'appliquer aussi par rapport à l'astrologie, donc la programmation astrologique. Donc, plus que la personne s'individualise puis développe une volonté propre qui est en affinité avec la vibration de l'esprit, moins il est soumis à une programmation astrologique ou planétaire qui va conditionner les événements de sa vie. C'est cela, parce qu'on est bombardé en fait de forces magnétiques qui sont à peu près les forces des astres, qui l'astrologie vient un peu expliquer qu'on a été magnétisé au moment de notre naissance par toutes les placements divers des planètes. Et donc, on est influencé à aller dans la direction de notre programmation. Et quand on va pas dans cette direction, on est en manque d'énergie. Et parce que cette direction ne nous plaît pas à un moment donné, parce qu'on sait que c'était provisoire, en tout cas quand on rentre dans le supramental, on se rend compte que cette programmation était une programmation provisoire et nécessaire pour développer l'ego. Exact. Et jusqu'à ce que tu prennes conscience que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu jusqu'au moment où tu prends conscience du jeu. Et qu'après avoir pris conscience du jeu, que tu peux laisser le jeu si tu l'aimes pas. Tu peux garder ce qui t'intéresse et tu peux laisser ce qui t'intéresse pas. Et donc, dans ma programmation... Mais je clarifierai les choses. Je comprends ce que tu veux dire, là. Mais ici, je vais rajouter quelque chose en disant que
lorsque la personne intègre l'esprit, la personne est appelée à délaisser le je, c'est-à-dire faire le ménage entre ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas, dans le sens qu'elle est appelée à être en harmonie avec l'énergie de l'esprit qui veut passer. Fait que c'est pas elle subjectivement qui décide, mais c'est en fonction d'un mouvement, un élan interne qui va l'amener à déterminer ce qu'elle conserve ou non des programmations intérieures auxquelles elle était sous influence. C'est subtil comme phénomène. Tu sais, c'est pas je veux ça, c'est que ça veut ça en moi. Non, c'est parce que le je veux, c'est simplement, encore une fois, l'ego. Exactement, l'ego qui se réfléchit, mais dans l'esprit, quand on monte puis on l'intègre, ça devient plus impersonnel. C'est-à-dire que la personne capte un mouvement d'énergie qui l'amène dans une direction plutôt qu'un autre. Donc, le jeu, en termes de subjectivité, est peu à peu remplacé par un phénomène de captation d'une mise en vibration vers une direction plutôt qu'une autre. Et en même temps, maintenant j'ai perdu le fil conducteur. Mais bon, j'ai perdu le fil conducteur de ce que je voulais dire. Mais t'inquiète, ça. Non, il n'y a aucun problème. De toute façon, si c'est important, inquiète-toi pas que l'ajusteur de pensée va te le remettre. c'est toujours... ça saute. Un truc que je disais depuis des années, ou pas des années, c'est pas depuis de nombreuses années que je dis ça. Okay. Mais souvent, les gens avec qui je parle, la conversation, on imagine un grand arbre et on commence par le bas, par le tronc, et on commence à monter dans la conversation. Et à un moment donné, le centre du sujet, c'est le centre de l'arbre, mais j'ai sauté vers une branche et je commençais à expliquer l'autre partie. Et de cette branche, je sautais sur une autre branche. Et j'avais déjà perdu le fil conducteur du début. Et les gens ils me disaient, mais tu disperses trop. Et moi, dans ma tête, je disais, non, mais ça fait tout partie. Tout est interconnecté. Tu te parles d'un mécanicien, si fait bien son travail, l'application de sa manière de penser, d'agir dans son travail, s'il l'applique dans sa relation amoureuse, s'il l'applique dans ses relations d'amitié ou à sa gestion d'argent, si c'est un bon professionnel, un bon mécanicien, il utilise le même sens logique à tout le reste. Je ne vais pas dire qu'il va qu'il va travailler avec sa femme comme il travaille avec une voiture, mais bon, je veux dire, le sens de réflexion avant action et de pas d'aller directement de faire, et de devoir faire le plus vite possible. Non, il y a une certaine truc. On peut tout ramener au même. En fait, quand tu analyses une feuille, quand tu analyses la croissance d'une plante, quand tu analyses n'importe quoi, tu peux revoir toute la manifestation de tout dans n'importe quel sujet. Ouais, ben c'est comme le macrocosme qui est contenu dans le microcosme. Donc, tout ce qui est grand est contenu dans tout ce qui est petit, et ainsi de suite. Donc, tout peut en effet être interrelié. Puis, le développement de la science de l'esprit, corollaire de l'intégration de l'énergie du supramental, vise à avoir une capacité d'avoir accès à une science du réel, une science intégrale qui concerne tous les aspects de la vie et d'existence de l'individu auquel il est confronté. Exact, parce que ça fait toute partie du même gâteau. Exactement. Donc, autrement dit, quelqu'un qui intègre la science du supramental peut avoir une capacité de parler de psychologie, de philosophie, de sociologie, de mécanique, des différents sujets, au lieu d'être cloisonné seulement à un sujet comme les spécialistes de la haute intellectualité. Exactement. Et cela, à un moment donné, je croyais que c'était pas normal. Mais d'un côté, il y avait quelque chose qui me disait que c'était normal. Mais on se confronte à ça, à une vision trop linéaire et pas une vision qui soit 360 degrés, en fait. Oui, exactement. Il faut sortir du cloisonnement de la linéarité associée aux formes anciennes pour se donner le droit d'accès à la multidimensionnalité de notre être. Ouais. Il y a plusieurs facteurs comme ça. Exactement, mais ça vient à mesure que l'individu sort du conditionnement, se dépollue par rapport aux influences environnementales, influences familiales, influences sociales, influences de la télévision, de la publicité, d'Internet. Il faut tout sortir des conditionnements pour être capable de se manifester en tant qu'être au-delà de ça, sans être soumis par rien. Ouais. Cet été, par exemple, c'était comme un test pour ma famille. Ma famille, dans les Portugais, on mange beaucoup de viande, on mange beaucoup de charcuterie,
on mange beaucoup. On compense, on dirait, les années où il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Chaque fois. C'est à peu près ça qui se répète depuis des années et des années. Parce que dans la petite enfance de mes parents, ils avaient une sardine pour 4 personnes. Actuellement, on a 4 sardines pour une personne ou plus. Ouais, c'est ça. Et chaque fois qu'il y a une fête, ils compensent avec l'alcool, ils compensent avec cela. Et cet été, je suis sorti de ce schéma. J'étais là, autour de ma famille, mais j'ai mangé ma petite part. J'étais là et je rentrais pas. Je n'ai même pas bu beaucoup. J'ai bu 2, 3 verres de vin pendant un espace de quelques heures. Mais je suis pas rentré dans le film. Et bah, mais eux, ils étaient là. Il y avait une pression qui venait. Mais viens faire la fête avec nous. Et moi, il y a minuit, 2 heures, minuit ou 1 heure, je suis rentré chez moi. Eux, ils ont fait la fête jusqu'à 8 heures du matin. Ils sont même venus chez moi frapper. Et moi, je me disais, bah, laisse-les faire la fête. Dans ma tête, je me disais, mais moi, j'ai pas envie de faire cela. J'ai pas envie de faire cela. Alors, vous avez qu'à respecter ma vision. Moi, je respecte la vôtre. Exact. Et j'ai eu cette confrontation avec cette partie-là de tout ce qui est. Moi, j'adore ma famille. Mm-hmm. Je ne suis pas en accord avec des principes qui véhiculent, mais je comprends pourquoi ils les véhiculent. Et donc, pour ne pas leur imposer ma vision et pour ne pas en souffrir avec leur vision à eux, bah, j'ai créé de la distance. J'ai commencé à créer de la distance. C'est le détachement, en fait. Le détachement ou le besoin nécessaire d'être apprécié par ma famille. Et donc, je les aime et je les respecte dans qui ils sont, mais eux, ils ont à me respecter aussi dans qui je suis et à respecter le chemin que je prends. Exactement. Ben, tu soulèves un enjeu très intéressant où ce que toute personne qui s'individualise en relation avec l'intégration de sa conscience est appelée à vivre dans le sens de se distancer du collectif, dont la famille, lorsque il y a une forme d'imposition qui peut être faite, par exemple, à fêter, soit un anniversaire, la fête de Noël pour les Québécois, ou il y a d'autres fêtes aussi pendant l'année, où il y a comme une pression sociale qui est amenée à l'individu, qu'il faut qu'il passe du temps à fêter, boire, manger, et ainsi de suite, là. Ouais. Moi, par exemple, j'ai un truc que j'ai fait sur Facebook depuis, ça avait 5 ans. Oui. 5 ans, j'ai enlevé ma date d'anniversaire de mon compte de Facebook. J'ai pas envie. Je trouve ça un peu con. Bah, c'est pas con, mais bon, c'est simplement, il n'y a pas de bon et mauvais, mais je trouve, pour moi, ça me dit rien quand on se rappelle de moi, simplement le jour où il y a écrit sur Facebook, il y a un petit clignotant qui dit, ah, l'autre, il fait anniversaire. Et donc, j'ai enlevé cela parce que depuis des années que dû à des situations de force, parce que je devais travailler le jour de mon anniversaire, ou des trucs comme ça, j'ai commencé à relativiser l'anniversaire. Pour moi, c'est un jour comme un autre. Si j'ai envie de faire la fête aujourd'hui, je fais aujourd'hui. Si j'ai envie de faire la fête demain, je vais pas me conditionner à mon jour d'anniversaire. Ben oui, c'est ça, en effet. Il faut pas se priver au-dessus de 360 jours par année à faire la fête pour attendre seulement le jour de son anniversaire. Donc, oui, et on va pas se frustrer la vie non plus parce que si on peut pas le fêter un jour, parce qu'il est en jour de semaine, ou parce que c'est un jour qu'on va faire des choses, on va pas se frustrer la vie à cause de ça. C'est simplement le jour qu'on a été mis au monde. Et moi, j'ai encore dit, et ça, j'ai dit à ma mère cette année, mon jour d'anniversaire, c'est pas pour moi qui est important. Moi, j'ai remercié ma mère, en fait, cette année. C'était aussi une autre étape. Cette année, j'ai remercié ma mère mon jour d'anniversaire parce que l'idée m'est venue à la tête que c'est elle qui a souffert. C'est elle qui a une césarienne. Oui. C'est elle qui mérite d'être fêtée. C'est elle qui a passé le calvaire de me mettre au monde. Et donc, c'est elle qui mérite quelque chose ce jour-là. C'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce jour-là? Rien. Oui, exactement. Vu comme ça, c'est sûr, c'est elle qui a eu à souffrir l'accouchement, là. Exact. Et donc, ce jour-là est arrivé cette année. Je suis arrivé à cette conclusion cette année. J'avais envoyé un message à ma mère pour la remercier de m'avoir mis au monde. Au lieu d'être dans une attente de recevoir des bons anniversaires ou trucs comme ça, parce que je suis plus dans l'attente, en tout cas en ce qui concerne ce parti anniversaire. Et une autre expérience ressemblante à celle-ci, c'était l'année passée, pas cette année, mais il y a 2 ans, j'ai passé le Nouvel An tout seul à la maison. Je m'étais dit, bah, Nouvel An, c'est un jour de fête comme un autre. Pourquoi est-ce que je vais aller dans la confusion, si j'aime pas la confusion? Pourquoi est-ce que je vais aller dans un endroit où il y a plein de bruit, où il fait froid, il y a de l'alcool partout, bon, des vibrations qui me plaisent plus tellement. C'est un jour comme un autre. Et j'ai passé le Nouvel An à la maison, tout seul. Et j'étais bien.
j'étais bien dans ma peau, j'étais bien avec moi-même. Et quand les feux d'artifice sont passés, là, je me suis dit, bah, là, je vais faire une petite promenade. Vers 1 heure du matin, je suis sorti, je suis allé me promener. Et, euh, et donc, c'est des choses qui sont passées comme ça au fur et à mesure, qui cassent les anciennes formes, bah, d'un côté, elles Oui, sont oui, pas. qui cherche, dans le fond, ça t'amène à te libérer d'une programmation sociale. En fait, ton propos me fait penser à ce que j'ai vécu dans le temps des fêtes où, c'est sûr, à mesure que je m'individualise, je suis plus affirmé dans ma volonté. Et puis, c'est sûr que dans ma famille, eux autres, ils vont me proposer de manger régulièrement du chocolat. Alors que moi, je trouve ça stupide, tu sais, passer, par exemple, du temps avec des gens, être assis à discuter, puis de se goinfrer, de se remplir de nourriture en abondance, alors qu'il n'y a pas de dépense d'énergie, ça fait pas sens pour moi, là. C'est ça. Pourquoi C'est ça. manger plus alors que je ne bouge pas plus? Donc, je leur ai dit poliment que je voulais pas manger de chocolat, puis ça fait quand même un certain laps de temps que je le fais. Puis c'est sûr que eux autres, ils trouvent ça bizarre. Ils ont l'impression que je me prive, mais en réalité, moi, je me prive pas. J'ai pas l'impression de manquer quelque chose. J'ai plus la sensation de respecter mon être, ce qui est pas pareil. C'est cela. C'est faire les choses avec un sens plus, qui a plus de sens. Et après, Oui. si on sait que le chocolat véhicule des basses d'énergie très très basses, disons comme ça aussi, surtout tout ce qui est raffiné, hein, parce que le chocolat noir en soi, il est puissant au niveau magnésium et tout ça, mais il y en a très peu du bon chocolat noir ou du bon chocolat qui ne fasse pas baisser notre vibration et qui ne vienne pas apporter du sucre raffiné ou d'autres matières qui vont aussi nous abaisser. Mais Parce qu'on c'est des impulsions, hein, on compense avec le chocolat la plupart du temps. C'est encore un moyen de pallier à certains manques de l'âme ou certaines souffrances de l'âme. ouais, exactement, parce que le chocolat, en tout cas au Québécois, au Québec, des fois, on va dire l'expression, c'est une petite douceur. Exact, exact. Donc, le sucre va donner de la douceur à l'individu, mais c'est peut-être parce qu'il en manque dans sa vie, parce qu'il est dur envers lui-même, ou il ne reçoit pas assez d'affection, de caresses. Des fois, il y a des gens qui vont compenser le manque d'activité sexuelle en mangeant du chocolat. Oui, c'est toujours une compensation. Bah, après, il n'y a pas de mal ni bien à ça, hein, tant que ça reste palliatif et que ça ne devient pas une routine d'utiliser ça constamment pour pallier. Mais si c'est à un moment donné, parce que moi je le fais aussi, hein, à un moment donné, je le fais encore, comme avec cela, comme avec d'autres nourritures, mais c'est très, très momentanément et non, c'est très court. Parce que je sais que l'important, c'est de comprendre ce qui m'amène à avoir besoin de compenser et qu'est-ce que je dois encore apprendre de cela. Mhm. Et de ne plus tomber dans les mêmes schémas qui, en fin de compte, vont nous donner un bien-être momentané, mais sur le long terme, ça va être plutôt du mal-être. Et donc, si on comprend à peu près le fonctionnement du corps de carbone et de notre psyché, on comprend que si on change pas quelque chose ou si on change pas de certaines choses, que tôt ou tard, on va en payer un prix. C'est un peu ça. Exactement, parce que plus que la personne intègre l'énergie de l'esprit puis elle vit en concurrence avec elle, et moins elle va éprouver le besoin de compenser parce qu'elle va vivre de sa créativité et de son émission vibratoire. C'est cela. Plus que la personne est remplie de sa propre énergie, moins elle a besoin de se faire remplir par son environnement parce qu'elle se sent vide. Donc, elle n'a pas de vide intérieur. Elle a moins en moins de vide intérieur à combler à mesure que la personne est pleine de l'énergie de son être qu'elle intègre et qu'elle rayonne. Oui, parce que le vide, il est éphémère, parce qu'il n'existe pas de vide. Le vide est toujours rempli. Sauf qu'il est rempli au lieu d'être rempli avec une énergie créative de l'esprit, il est rempli avec une énergie morte de l'âme. Et cette énergie morte de l'âme, si elle n'est pas comprise, si elle n'est pas, disons comme ça, si on ne comprend pas le sens de cette énergie, elle va nous bouffer. Elle va nous épuiser. Et c'est en comprenant, en faisant sens de cette énergie on la défracte, comment dire, on la décompose, et quand en la décomposant, on laisse de la place, avec le temps, de plus en plus de place pour l'esprit, pour la descente de l'énergie de l'esprit, qui est une énergie créative et une énergie, disons, d'amour. Mm-hmm. Et une énergie, amour, je veux dire, universelle, qui englobe tout et qui n'est pas assujettie à des petits trucs, des
les petits trucs de la société, c'est encore de l'astralisation qui veut nous déstabiliser ou nous mettre à l'épreuve ou nous bouffer nos énergies parce qu'on fait, c'est tout un grand circuit dans lequel on vit. Et donc, on est toujours dans un va et dans un vient jusqu'à ce qu'un jour, on sera toujours dans le vient ou dans le va. Et, c'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient entre l'âme et l'esprit tant aussi longtemps que l'individu n'a pas totalement intégré l'esprit qui le amène à transmuter les énergies de l'âme qu'il y avait en lui. C'est ça. Ça fait, c'est au fur et à mesure c'est là d'où l'importance que, comme Bernard de Montréal disait, lui, il est toujours bien. Il était toujours bien quand il était bien, mais il était encore mieux quand ça allait pas bien. Parce que quand ça allait pas bien, ça lui permettait de pouvoir utiliser l'énergie pour pouvoir se défaire des mémoires qu'il avait encore à se défaire. C'est comme si tant que ça va bien, oui, on est bien, mais si ça va tout le temps bien, on n'évolue pas. Et quand ça va mal, là, on peut se rendre compte d'une facette qui est encore en nous, parce qu'on attire à nous ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui est en moi? Quelle est l'énergie qui est en moi qui vibre avec cette énergie-là et qui l'a fait attirer à moi? Et donc, oui, il n'y a pas de bien ou mal, il y a plutôt du bien dans le mal. Ouais, ben c'est sûr qu'on peut faire l'usage positif du négatif pour reprendre un adage là, en lien avec ça qui va donner le mieux, qui est au-delà de la polarité positive à l'origine, tu sais. Dans le sens qu'il y a une médiation, il y a une dialectique entre différents aspects, dans le sens que, un peu comme le parcours du héros au cinéma, où on prend un personnage avec un état psychologique A, il est confronté à des épreuves, des événements adverses, des événements perturbateurs, puis là, il passe à un autre état psychologique B qui est plus fort, qui est plus conscient que l'état premier qu'il avait. Donc, c'est sûr qu'il y a une transformation qui peut s'opérer au sein de l'individu à mesure qu'il intègre la vibration de l'esprit puis qu'il s'harmonise puis qu'il est capable d'utiliser créativement les oppositions auxquelles il est confronté dans sa vie comme étant des tremplins évolutifs pour lui faire réaliser des parts d'âme ou des parts d'ombre qu'il avait encore en lui pour qu'il soit de plus en plus ajusté au réel. Oui, ça se fait. En plus, ça se fait au fur et à mesure qu'on augmente aussi notre énergie parce qu'on ne peut pas tout le temps. C'est comme si pour casser une forme en nous, oui. on doit faire monter une certaine énergie qu'on peut la prendre comme une énergie de colère. Et donc, encore bien qu'on n'est pas sujet tous les jours à devoir casser parce qu'on n'est pas assez... il faut de l'énergie pour le faire. Il faut l'énergie pour pouvoir défaire une énergie, en fait, ou la transmuter plutôt. Et j'ai remarqué que c'est toujours après des petites périodes. Et les périodes, elles sont... Avec le temps, elles deviennent, il y en a de moins en moins des hauts et des bas de la montagne russe. Parce que les hauts et les bas de la montagne russe, ça servait à ça aussi. Ça servait à des périodes où j'avais accumulé d'énergie. Et donc, imaginons, on joue un jeu, Mario Brothers. Oui. Et tu fais le premier level. Et donc, tu as appris à faire des petits trucs. Ton bonhomme, ici, c'est pas le cas dans Mario. Mais dans d'autres jeux, le bonhomme, il évolue. Il passe du level 1 au level 2. Et donc, après, au level 2, le big boss, il va être un peu plus fort. Et au level 3, ainsi de suite. Et dans notre vie, c'est un peu ça. Nous, au fur et à mesure que nous, on fait de la place pour notre esprit dans notre corps, ça veut dire que notre vibration, elle se permet d'augmenter. Et les difficultés, ou pas les difficultés, mais les retranchements de la vie vont aussi augmenter. Mais en même temps, s'ils augmentent comme nous, on a aussi augmenté, de notre point de vue, ils ne seront pas tellement différenciés au niveau difficulté de défaire de cela du point de vue personnel, du point de vue extérieur, ça sera différent, dépendant de la personne. Mais de notre point de vue personnel, on se prépare toujours à des choses plus difficiles ou plus compliquées à changer si on le ferait 10 ans en arrière. Maintenant, comme on a déjà un certain bagage ou un certain nettoyage, on se confronte à des situations que si je me devais me confronter à une situation comme ça il y a 20 ans en arrière, jamais de la vie j'aurais pu la défaire ou en sortir de manière constructive. J'en sortirais de manière destructive ou par la fuite ou par... Non, ben c'est sûr qu'au fil du temps, l'intelligence se développe et se raffine, ce qui fait qu'on est confronté de plus en plus à des situations qui sont subtiles pour nous amener à croître en subtilité dans l'intelligence qu'on peut manifester.
Dans ce sens, tu veux dire quoi, par exemple, dans ce sens? Tu veux dire... OK, ben c'est que dans le fond, par exemple, il y a peut-être 10 ou 20 ans, je te confrontais à des oppositions plus grossières, plus directes, tandis que là, c'est plus subtil. Tu sais, c'est comme, par exemple, une opposition, quelqu'un qui m'envoie chier carrément, là, qui m'insulte au niveau verbal. Ça, c'est une opposition directe. Tandis que là, aujourd'hui, j'ai à composer avec plus des gens quand que je vis des oppositions dans mon environnement, c'est plus dans les non-dits ou dans les sous-entendus implicites dans la parole. C'est plus subtil. Ah oui, oui, je veux dire que avant c'était, il y avait même, bah, si on parle de la petite enfance, bah, les agressions qu'il y avait dans la petite enfance, c'était des agressions physiques carrément. Mhm. Et après, elles sont devenues psychologiques, psychologiques mais verbales, autoritaires. Et maintenant, elles deviennent subtiles. On doit être attentif au non-verbal, on doit être attentif aux réactions des gens, avec ce qu'on dit, avec ce qui sort de notre, l'effet domino de ce qu'on dit, ça va avoir une répercussion. Et c'est tout le subtil, parce qu'il y a beaucoup de non-verbal qui est de l'information, et que si on ne porte pas d'attention à cela, on va perdre beaucoup d'informations. Et Exactement. Puis c'est sûr que vers où ce que ça en va, c'est vraiment des oppositions vibratoires. Parce que derrière, justement, le physique grossier, opposition mettons, tu sais, ben, c'est comme là, au niveau de la violence. Hein. Il y a la violence physique, il y a la violence verbale qui est un peu plus subtile, violence psychologique par la manipulation, puis il y a la violence aussi psychique par rapport à l'imposition d'un taux vibratoire, par exemple, astral. Mais il y a une subtilisation dans la capacité de détection des formes d'opposition qu'on peut connaître qui s'installent là, au fil du temps. oui, bah, comme ma famille, hein, je sais que ma famille est utilisée contre moi d'un côté. D'un côté, ne plus vouloir avoir un travail de 40 heures ou je veux un travail de 30 maximum, par exemple. Mhm. Je me dis qu'avec le salaire que j'ai de 30 heures ou 20 heures, ça me suffit amplement pour faire ma vie, pour être en paix dans mon cheminement. Et quand je parle de ça à plein de gens autour de moi, ils deviennent surpris parce que dans leur point de vue, ça marche pas, c'est pas comme ça. Et donc, ma famille me met une certaine pression pour que je te retrouve, je rentre dans le monde actif, pour que j'ai de l'argent pour acheter mon appartement, pour faire ça. Et bon, il y a une certaine pression qui est véhiculée par des personnes autour de moi qui veulent mon bien. Hein. Je sais pas qu'ils sont dans le mal, hein. C'est simplement c'est leur programmation et c'est peut-être aussi ils sont assujettis aux forces astrales aussi. Mhm. Et donc, oui, je dois, d'une certaine manière, surtout avec ma mère, c'est celle qui prend le plus de force sur moi, je dois, d'une certaine manière, la réguler en fonction de ce qu'elle m'impose ou ce qu'elle m'en renvoie. Je dois aussi lui montrer aussi que je ne suis pas fou dans ma manière de penser et donc pour la calmer un peu dans sa vision. Donc, d'un côté, je parle avec ma mère, je ne sais pas de la convaincre, mais j'essaie de lui faire montrer que je ne suis pas fou, je ne suis pas perdu dans ma tête. Mhm. Donc, les propos ne sont pas véhiculés simplement parce que je veux fuir la société. Non, je ne veux pas fuir la société, je veux travailler avec la société, mais je ne veux pas m'assujettir à des choses qui ne font plus sens pour moi. Donc, si j'en ai pas besoin, moi, je sais que j'ai remarqué que quand tu as 5 000 euros, quand tu as 4 000, quand tu as 3 000, plus tu as, plus tu le gaspilles, en fait. Et donc, si tu as 2 000, tu fais avec 2 000. Si tu as 3 000, tu fais avec 3 000. Et donc, il y a un minimum besoin, bien sûr, pour avoir un lieu où dormir, Mhm. notre nourriture et de temps en temps des petits bien-être. C'est normal, il faut pas se priver. On n'est pas, disons, devenus des hippies parce qu'on est dans un suprême mental ou dans une vision d'aller dans cette direction. On doit simplement voir ce qui fait sens ou pas sens. Non, exactement. Puis l'individu est appelé à développer son discernement pour faire la distinction entre ce qui est des désirs de l'ego et ce qui est des Exact. besoins réels qui proviennent de l'esprit. Exactement. Et donc, il y a une partie d'ajustement que je m'oblige à faire avec ma mère pour la faire sortir de sa vision limitative qui l'a fait souffrir. Ma mère vient toujours avec une phrase célèbre que beaucoup de mamans doivent le dire dans le monde, c'est « je serai heureuse quand je te verrai heureux ». Et cette phrase m'avait tourné dans ma tête pendant longtemps jusqu'à ce que je comprenne une chose. En fait, le maximum que ma mère
pourrait recevoir de moi, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Je lui avais dit la métaphore du gâteau. Elle est le gâteau, il faut que son gâteau, il soit tout beau. Et c'est ça son bonheur, c'est ça son bien-être. Et moi, mon bien-être à moi, je ne serais que la cerise sur son gâteau. Mais si elle ne construit pas son gâteau, elle a beau mettre de cerise, la cerise sera toujours moche dans un gâteau qui n'est pas. Non, non, ben c'est ça, il faut qu'elle s'occupe d'elle-même. Puis si son bonheur dépend du tien, ben c'est parce qu'elle vit par procuration à travers toi. Donc, autrement dit, elle développe pas son identité individualisée. Puis le simple fait que tu sois malheureux la rend malheureux, fait que ça l'amène dans un état de soumission vibratoire à ta vibration au lieu qu'elle vive de sa propre énergie. Et encore une phrase que je lui avais dit, qui était très, très pertinente, je crois, c'est que je lui avais dit qu'en en me mettant la responsabilité de son bonheur sur mes épaules, elle m'a rendu lourd. Elle m'empêchait de pouvoir m'épanouir parce que d'un côté, c'était une pression énorme qu'elle me mettait en disant cela. Et au début, je ne le voyais pas comme ça, mais après, j'ai commencé à penser, mais moi, je n'ai pas à être responsable de ton bonheur. Exact. Je dois te respecter, comme toi, tu dois me respecter, mais j'ai pas à être responsable de ton bonheur. C'est toi-même qui dois apprendre à être responsable de ton bonheur. C'est toi qui dois déterminer qu'est-ce que tu as besoin pour cela. Et c'est quelque chose qui doit être dépendant de toi et pas d'autres personnes. Exactement, parce que sans ça, elle te décharge d'une des parties de ses responsabilités, puis ça la met en position de dépendance par rapport à toi, tu sais. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est intéressant parce que ton processus d'autonomisation amène ta mère à se confronter à ses propres limites, mais implicitement l'amène à travers ça à, comment dire, à être remise en question dans son fonctionnement mécanique ou habituel, puis à quelque part, ça la fait évoluer. Exactement. Et je le fais pas dans une mécanique de la sauver, parce que, encore une fois, le sauver, ça doit venir de l'intérieur et pas de l'extérieur. Je le fais simplement pour créer une certaine harmonie dans notre relation, pour qu'elle puisse mieux accepter ma situation, ma vision, ma personne, mon être, et qu'elle soit pas, parce qu'elle est influencée par ce que les autres pensent de moi. Mm-hmm. Elle est influencée elle est toujours dans un système de comparaison. Elle veut pas venir au Luxembourg me visiter parce que si elle va voir ses anciens amis, ses amis vont parler de moi. Et donc, elles vont vouloir savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et elle a peur de dire après, il ne travaille pas. Elle sent mal de cela, le fait que je ne travaille pas. Et donc, elle se prive de venir vivre parce qu'elle est assujettie à ce que les autres pensent d'elle, ou que moi, je suis une extension d'elle, en fait. Et donc, elle se prive parce que elle croit que c'est péjoratif de ne pas travailler ou de ne pas avoir une vie active dans le monde social ou dans le système, simplement. Donc, autrement dit, il est assujetti à une programmation. Puis, c'est ça qui l'amène à se priver. Puis, c'est sûr que le jour où elle souffrira suffisamment de cette programmation-là, ben, la programmation devra éclater. Elle aura saturé de la programmation, puis elle va faire éclater la forme, mais chaque chose viendra en son temps. Exactement. Donc, c'est sûr que parlant de temps, étant donné que le temps file, je vais devoir conclure avec toi cet entretien que j'ai trouvé intéressant, Philippe, là, parce qu'on a abordé beaucoup d'enjeux qui étaient en relation avec l'intégration de la conscience au quotidien, dont notamment par rapport à la relation qu'on a avec les proches, dont notamment notre mère. Donc, ça, c'est une partie auquel beaucoup de personnes sur le cheminement de la conscientisation sont confrontées. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent d'aborder ça. Et pour conclure, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ben, personnellement, le chemin n'est pas comparable. Donc, pour moi, la conclusion finale, c'est qu'on n'a pas à se comparer à personne. On doit simplement dire, on peut apprendre les uns avec les autres, avec les enjeux qui se proportionnent dans les vies des uns et des autres, mais jamais se comparer les uns aux autres parce qu'on est un être unique. Donc, si on est un être unique, il n'y a pas moyen de se comparer les uns aux autres. C'est impossible de se comparer les uns aux autres, en tout cas objectivement parlant. Oui, exactement, parce que la comparaison se fait au niveau de l'ego réflectif. Donc, l'ego qui se réfléchit va dire « Ah, moi, je suis meilleur que telle personne. » Puis là, « Ah non, l'autre est meilleur que moi. » Donc, ça, c'est un mouvement de l'ego réflectif. Mais quand on vit au-delà de ça, en fonction de la vibration de l'esprit, la comparaison tombe, puis chaque personne a à vivre ce qu'elle a à vivre. C'est cela. Et chaque personne doit
regarder à l'intérieur, au lieu de regarder à l'extérieur, de se comparer avec l'extérieur, mais regarder à l'intérieur de ce qui l'a fait bouger ou l'a fait pas bouger, qui la rend inactive ou active, et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui a besoin d'être transmuté, altéré, changé, défait, pour pouvoir mieux être dans la fluidité de l'énergie et pour avoir de plus en plus de paix et d'harmonie dans son quotidien. Exactement. Puis ça peut impliquer d'ajuster des relations qu'on a avec nos proches, dont notamment là, notre mère, là, naturellement. Donc, écoute, ben, sur ces propos, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé là, pour cet entretien. Bah, c'est de même de mon côté. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger quand il n'y a pas de barrières égoïques qui viennent s'interposer à un échange qui essaie d'être constructif et qui essaie de créer de nouvelles liaisons. Disons. Exactement. Donc, écoute, à ce moment-là, je vais te dire à bientôt. Et puis, je te souhaite une belle fin de journée. À toi aussi, à bientôt. Bye bye. Ciao.